Salut les poolers et bienvenue au marché des acheteurs et des vendeurs de la semaine, épisode 19 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur animé, le mater rouillé des vendeurs, l'acheteur éclair de Radiator Springs, Guillaume Flash McCorbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, merci. Pour vrai, j'apprécie que dans les 2 épisodes cette semaine sont liés avec les passions de mes enfants. J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ben oui, écoute, c'est une grosse semaine, je pense, de vendeurs-acheteurs. Je pense que c'est un segment, des épisodes, en fait, qui est très apprécié. Vraiment, ceux qui sont les plus écoutés de ce qu'on produit. Donc, on va partir ce fort aujourd'hui. D'ailleurs, je suis quand même curieux de savoir pourquoi on a des soutes. Pourquoi tu me demandais de mettre un veston. Mais j'ai joué à la game. Fait que on se Parce prend un que peu j'ai trop au sérieux pour. parce que j'ai sorti mon petit veston bleu flash et blanc pour représenter le premier joueur à aller acheter. Mais avant toute chose, aujourd'hui à l'épisode, on va vous conseiller 5 joueurs à aller acheter et 5 joueurs à vendre pour des échanges. En gros, comment devenir le corbeau de vos poules. Et si jamais Well, thank you. Thanks to all of you out there. Thank you. Et si jamais vous voulez demander votre avis justement sur des échanges que vous voulez faire, eh bien, allez vous abonner à nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. Écrivez-nous en DM, en commentaire sur nos vidéos, sur nos Reels, nos Shorts, peu importe, ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre pour vous conseiller sur vos échanges et en espérant que vous allez gagner votre pool cette année. Tu l'as dit, aujourd'hui, j'ai sorti mon petit veston bleu Flash, en référence évidemment à Flash McQueen. Et premier joueur dont on va parler, je serais incapable de porter un chandail de son équipe, mais je suis capable de porter ses couleurs, au moins, pour cet épisode. Et c'est le chauve de Toronto, Austin Matthews des Maple Leafs de Toronto. Probably not since the Maple Leafs won the cup. Écoutez, vous savez, on reste quand même des partisans des Canadiens de Montréal. On peut quand même donner un petit jab à Toronto de temps à autre. Austin Matthews, qui, écoute, connaît un début de saison un peu en deçà des attentes, je pense, à Toronto, ce qui est très juste selon ses statistiques. Écoute, seulement 13 buts à ses 26 premiers matchs. Mais selon toi, c'est quand même bon, mais selon toi, c'est pas là le problème avec Austin Matthews. Le problème avec Austin Matthews, c'est au-delà du départ de Mitch Marner, revient, en fait, c'est un peu la cause là, du problème, mais c'est l'avantage numérique. Les Leafs ont marqué que dans 14% de leurs avantages numériques, ce qui est ils sont passés du meilleur avantage numérique de la Ligue à l'un des pires en l'espace d'une seule saison. Et oui, Mitch Marner était l'une des raisons principales probablement que cet avantage numérique-là roulait à fond la caisse. Mais ça ne peut pas être que ça. Il y a quand même encore Tavares, Nylander et Matthews et Matthew Nice sur cet avantage numérique-là. Là, on a mis Oliver Ekman-Larsson à la défense. Des fois, c'est Morgan Riley. Il y a quand même du talent. Là. Donc, ce n'est, je crois, qu'une question de temps avant que ça parte, avant qu'on mette 25 cents dans la machine puis que la machine se mette à rouler notre barre. Et Matthews va profiter amplement de cette production-là d'avantages numériques qui s'en vient. À moins que tu penses que vraiment les Leafs peuvent faire avoir un avantage numérique en deçà d'une vingtaine de pourcents. Là. J'ai beaucoup, beaucoup de misère à croire à ça. Parce que 13 buts en 26 matchs pour Matthews, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait l'année dernière, alors qu'il a fait 33 en 67. Tu vas me dire, ah ouais, il a passé la moitié de la saison blessé. Effectivement, il n'y a absolument rien qui nous dit qu'il n'est pas blessé actuellement. Mais un rythme de 66 points pour Austin Matthews, je n'y crois pas. C'est pire que sa saison recrue qui en a fait 69. C'est vraiment pas, je pense que c'est vraiment pas soutenable et il va rebondir. J'ai juste l'impression que dans un aspect d'acheteur, là, le départ de Mitch Marner a fait vraiment descendre sa valeur. Un peu, on parlait de Mitch Marner la semaine dernière, justement dans cet aspect-là d'acheteur. Ouais. Très belle semaine pour Marner, d'ailleurs, la semaine passée. Matthews est exactement au même stade, c'est-à-dire ça va moins bien, on a de la misère à retrouver nos repères. Mais ce genre de joueur-là, avec autant de talent, qui a déjà été capable de compter quasiment 70 buts dans une saison, pour moi, c'est impensable qu'il va faire une saison de 65 points.
c'est pas réaliste pour un gars comme Matthews. Est-ce qu'il va faire un point par match? Ça, je ne sais pas. Il part de loin, il a quand même. Mais tu sais, ce n'est qu'une question de temps, je pense, avant qu'il enfile soit plus souvent l'aiguille, qu'il lance plus souvent le filet, ou encore qu'il ait plus de passes. Euh, ça sera pas long. J'ai de la misère à croire que ça va être soutenable, ce rythme-là de 66 points. Ben, c'est ça qui me fait peur, en fait, c'est ses passes. Puis je pense que Marner, écoute, forcé d'admettre, joue une grande différence sur son total de points et sur l'avantage numérique de Toronto. Tu l'as dit, l'année dernière, il était à 0,49 buts par match. Donc, il marquait encore une fois, comme cette année, à environ un match sur deux. Il y a 3 ans aussi, il était à 0,54. Et c'est ces 2 années où il n'a pas fait le 100 points. Donc, lorsqu'il a marqué 100 points, c'est qu'il marquait énormément de buts, 0,85 et 0,82 buts par match. Tandis que maintenant, il marque un peu moins. Son pourcentage de tir est à Ouais. 13. C'est pas trop Il y a, bas. il y a 3 points en avantage numérique. 3. Mais je 3 sais, 26 mais matchs. Quand tu regardes les dernières années, là, c'est 25, 29, 28, 29. Il y a 3 points. non, je sais Même que c'est si bas, Marner mais part, il y a une limite là, à ce qu'il ben, peut. ouais, je comprends, mais j'ai vraiment de la misère. Je sais qu'il fera pas 66, qui est son pace en ce moment. Est-ce qu'il va être point par match? D'accord. C'est ce qu'il va faire qui est un peu meilleur jusqu'à la fin de la saison. Mais honnêtement, moi, ce serait pas le genre de joueur que j'irais acheter Matthews à cause de ça. Oh, enlève Ouais, le billet, le fait que c'est un Maple Leaf, puis que, tu sais, oui, il tire beaucoup encore, même s'il tire encore moins que dans ses belles années. Je sais pas, je le trouve pas convaincant. Comme tu as dit, en plus, c'est un Band-Aid boy, ce gars-là, il est souvent blessé. Il m'inspire pas confiance. mon point, c'est juste, s'il fait un point par match, il y a 5 points à rattraper, en plus de rouler le point par match. C'est-à-dire que s'il joue encore, on va dire qu'il joue 45 matchs puis qu'il en joue 70 cette saison, il peut en jouer 75, peu importe. euh, il va aller chercher 5 points de plus que le nombre de matchs qui lui reste à jouer. Si on dit qu'il joue encore 50 matchs puis qu'il en joue 76 cette saison, ben, il va faire 55 points durant cette séquence, ce qui est un rythme qui serait très, très décent pour Matthews, un 55 en 50. Ça veut dire qu'il ferait quasiment 90 points. Sans Marner, je pense pas que ce soit indécent. Fait que faut l'acheter maintenant parce que si l'avantage numérique des Leafs commence à se mettre en marche, Matthews pourrait avoir des matchs de 4 points, puis on ne serait pas surpris. C'est C'est sûr. juste ça. C'est juste la base statistique de dire il ne peut pas valoir moins qu'en ce moment Austin Matthews. C'est tout Exact. simplement ça. Et C'est c'est comme là ça qu'il qu'on faut l'avait dit acheter. la semaine dernière. Même principe Exact, pour le c'est là. vendre. Exact. Le joueur, s'il ne peut pas valoir plus cher qu'en ce moment, ça veut dire que c'est le bon moment de le vendre. C'était ça qu'on a discuté avec de Sidney Crosby la semaine passée. Il ne peut pas valoir plus qu'en ce moment. Vendez-le à 38 ans, mais Matthews, c'est le contraire. Il ne peut pas valoir moins que ça. C'est le temps de l'acheter. It's a great time to buy. Écoute, même si vous pensez le vendre puis qu'il y a un fan des Leafs qui est prêt à vous le prendre pour cher, faites-le. Mais sinon, OK, peut-être. Peut-être aller l'acheter. Effectivement, ta logique reste quand même très bonne. Prochain joueur à aller acheter, et toi, tu viens de le faire aujourd'hui même. Adam Fantilli des Blue Jackets de Columbus. Avant que tu lances ton analyse, chers écouteurs, chers auditeurs, dites-nous en commentaire si vous aimez cet échange. Guillaume a échangé Je Kaprizov l'aime pas et moi-même. Lacombe. Non, mais attends, t'as échangé Kaprizov et Lacombe pour aller chercher Fantilli et qui d'autre? Luke Hughes. Luke Jamais Hughes allé. et Fantilli que OK. tu es allé chercher contre Kaprizov et Lacombe. Évidemment aussi, il y avait des choix. Tu as reçu un premier choix et un choix de troisième ronde pour d'autres choix plus tard aussi, il faut le dire. Mais dites-nous donc en commentaire si vous pensez que Corbeau a fait un bon C'est pas un échange bon. Non, dans son pool. probablement pas. Mais tu nous conseilles d'aller l'acheter parce que clairement, tu y crois. Ben, en fait, il y a deux choses. C'est quand même un joueur qui est un troisième choix au total. Fantilli, c'est un joueur qui a gagné, qui a tout gagné, qui a été le joueur par excellence de la Ligue de l'NCAA. Et en ce moment, il vient de ravir le poste de premier centre officiellement à Sean Monahan. C'est terminé. C'est vraiment lui qui joue maintenant avec Marchenko. Donc, à un moment donné, Fantilli va prendre les rênes de cette équipe-là et il va être appelé à marquer vraiment plus fréquemment. Quand tu regardes, là, il joue depuis le 11 novembre, donc ça fait un petit peu plus qu'un mois. Il a commencé vraiment à prendre ce premier trio-là en main et ça paraît dans sa production et dans son temps de jeu. Il est vraiment en explosion. Il y a eu un petit ralentissement dans les derniers matchs parce que les Jackets ont éprouvé quand même quelques difficultés, mais il a quand même fermé le premier quart de la saison avec 16 points en 21 matchs.
Et pendant cette séquence-là, il jouait 17 minutes 24 par match et 1 minute 45 d'avantage numérique. Je trouve que c'est quand même peu pour la production qu'il a fait. Et là, il commence à vraiment être déployé à son plein potentiel. 3 minutes d'avantage numérique, 20 minutes de temps de glace. Il y a 34 tirs en 11 matchs, une moyenne de 3 tirs par match. Et pour moi, ça, ce sont des statistiques d'un premier centre qui va être performant ultimement. C'est pas encore arrivé en ce moment, mais ce n'est qu'une question de temps. Et il est aussi à moins de 40 matchs de son breakout. Il y a quand même un pace de 54 points. Si l'année prochaine, il vient exploser, c'est pas impossible qu'il franchisse la barre du 65, du 75. Dans ces eaux-là, je ne serais pas surpris. Et c'est un gars qui a juste 21 ans. C'est quand même très, très, très positif. Donc, Fantilli, je crois qu'en ce moment, il est à son plus bas de valeur. Là. Ça serait difficile de croire qu'il est une hécatombe avec un joueur qui joue 20 minutes par match avec Kirill Marchenko Ouais. et en avantage numérique avec Zach Werenski. Donc, c'est le temps de l'acheter. Si vous attendez trop longtemps, il y a des possibilités que ça coûte vraiment, vraiment plus cher. Si dans une vingtaine de matchs, il roule un point par match, ben là, il va se ramasser avec 40 points en 50 matchs, puis personne ne va vouloir l'échanger. Donc, c'est comme maintenant ou jamais. C'est un peu comme le Will Smith de l'année dernière. Là. C'est-à-dire que Will Smith, la première moitié de saison était catastrophique. Il fallait l'acheter à ce moment-là. Et la deuxième saison, il s'est repris. Fantilli, c'est le même principe, il faut l'acheter maintenant parce que s'il commence à produire à 21 ans un premier centre, il n'y a personne qui échange ça, ou presque. Ah, puis tu dis, il commence à produire. Il est encore à un pace de 54 points, chose qu'il a fait l'année dernière. Oui, c'est vraiment là le moment de le faire. Toute la saison, il a joué le plus souvent avec Dimitri Voronkov et Kirill Marchenko, les camarades. Sup, comrades? C'est pas un mauvais trio, effectivement, depuis le 11 novembre. Il joue très, très bien. Tu sais, Euh, il a fini la fin, quand tu compares, mettons, ses 2 derniers quarts de saison l'année dernière, il a fini avec 33 points en 39 matchs. Si on y va avec, si on rajoute là, les 21 matchs de ce début de saison-là, ça lui donne une soixantaine de parties, il va avoir été chercher 49 points en 60 matchs. Donc, si tu regardes les 3 quarts de saison, les 2 saisons mis bout à bout, là, c'est à peu près ça que ça va te donner. C'est une cinquantaine de points en 60 matchs pour un joueur de 21 ans. 55 en 70, si tu rajoutes les 11 derniers matchs, là, on s'entend que je fais un calcul un peu bancal, mais ouais. moi, un gars de 21 ans qui fait 55 points en 70 matchs, je pense que ça a du potentiel. 3e choix au total, premier centre. Si je l'ai acheté, tu vas me dire que j'ai payé probablement trop cher. Absolument. J'ai aucune chance de gagner, fait que j'ai pu le faire. Mais j'y crois, je pense que c'est pas mon joueur favori en termes de, 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 de joueurs de hockey dans son équipe, dans son tout. Mais je suis comme obligé de dire que son potentiel est très grand. Mais tu étais en reconstruction, puis je pense que ça montre à quel point, des fois, dans vos échanges, il faut que vous soyez conscient de où vous en êtes dans votre classement. Si vous êtes en reconstruction, puis vous pouvez vous permettre d'aller chercher un joueur qui va être bon dans les prochaines années parce que vous avez un pool keeper, par exemple, puis vous pouvez aller chercher un peu plus de choix au repêchage, ça vaut la peine. Fait que regardez ça. Si vous voulez des conseils, on vous l'a dit, écrivez-nous en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous aiguiller le plus possible. Et continuons dans le marché des acheteurs. 3e joueur à aller acheter. On parlait de camarades. Ben, on va parler encore une fois d'un autre camarade à Vegas cette fois-ci. Et non, ce n'est pas Barbachev, c'est plutôt Pavel Dorofeyev qu'il faudrait aller acheter. Je te vois venir parce qu'effectivement, Dorofeyev a eu un gros slump. Vraiment, là, moi, je l'ai dans mes 2 pools de hockey, autant en catégorie qu'en termes de keeper et de points seulement. J'y ai pensé longtemps à le vendre au début de l'année, mais je croyais qu'il allait être capable de garder ce rythme-là. Finalement, c'était insoutenable. Mais il est reparti un tout petit peu, puis c'est peut-être un bon moment d'aller l'échanger. En fait, pour Dorofeyev, le raisonnement est simple. Il joue toujours en avantage numérique. Il ne l'a pas perdu même quand ça allait mal. Il faut dire qu'il a compté 5 buts à ses 3 premiers matchs. Il y a un tour du chapeau et 2 matchs d'un but. Ça, c'est le début de saison qu'il a connu. Ensuite, tu l'as dit, une longue léthargie, mais on ne lui a jamais retiré l'avantage numérique. Et ça, c'est un signe qu'on croit en ce type de joueur-là et qu'on croit c'est un franc-tireur. C'est vraiment un très, très bon marqueur de but. Son pace est redevenu normal en termes de pourcentage de tir. Il tire 2,7 fois par match. C'est moins que l'année passée, mais ça demeure un très bon niveau de tir. Il joue du 17 minutes. Encore une fois, un avantage numérique avec Marner et Eichel. Si on recommandait Marner, je dois être conséquent aussi. Là. Si je recommandais Marner la semaine passée dans une explosion, je pense que Dorofeyev va en profiter automatiquement. Il joue sur un 2e trio, justement, avec Hertel et Marner.
va jouer avec Hertel et Brandon Saad aussi par moment, là, dépendamment qu'est-ce qu'on fait avec Marner. Mais je pense que le duo Hertel-Dorofeyev est quand même bien cimenté. C'est un deuxième trio. Je vois pas comment Dorofeyev peut faire moins de points vraiment que ce qu'il fait actuellement. Et tu l'as dit, il y a eu une longue slump. Je pense qu'il y a plusieurs DG qui ont été refroidis par ce genre de léthargie-là. C'est des fois le bon moment de l'acheter. Il n'a pas perdu son avantage numérique. On l'a peut-être dit un petit peu tard, là, j'aurais peut-être pu en parler il y a 2 semaines. Il y aurait eu le même type de recommandation. Donc, il est peut-être un petit peu tard. Là. My bad là-dessus. N'en demeure pour moi que c'est un jeune joueur de 25 ans qui marque des buts à l'appel et qui joue toujours en avantage numérique. Vous ne vous tromperez pas. Fait que je préfère Dorofeyev à Barbachev sur le long terme, même si Barbachev a une meilleure saison jusqu'à maintenant. Je pense que Dorofeyev est plus safe juste parce qu'il a cet avantage numérique-là. Et Vegas n'a pas ramené le Shea Theodore sur l'avantage numérique malgré tout. Il y a pas, c'est pas, on continue à jouer avec 5 attaquants, puis ça va faire une trentaine de matchs. Ça fait 31 matchs que c'est comme ça. Donc voilà pour Dorofeyev. Il est présentement blessé le day-to-day, mais ça ne devrait pas être très grave. Tu m'as devancé, effectivement, j'allais dire petite note qu'il est blessé, mais effectivement, le camarade qui, moi, je vais vous le conseiller, effectivement, parce que je l'ai dans 2 de mes poules, comme je disais, c'est un excellent choix, vous n'allez pas le regretter. Et le prochain joueur, un joueur des Ducks d'Anaheim, Adam Banks. Adam Banks, Edina, Minnesota. Beckett Seneke. Beckett Seneke, écoute, on en a parlé au dernier épisode de Dom Penchase lorsqu'on a discuté de Michael Granlund. Beckett Seneke joue très bien cette année, mais malgré tout, tu voudrais aller l'acheter, même s'il joue très bien en ce moment. Pourquoi aller l'acheter puis pas le vendre à la place parce qu'il est bon en ce moment? The sky is the limit pour Beckett. Ouais. Le premier, je veux dire, il ne joue pas sur le premier avantage numérique de façon régulière. Il a joué à quelques reprises, mais ce n'est pas son pain et son beurre. Il a juste 3 points en avantage numérique sur ses 26. Le gars, il a à peine, il a 19 ans, il va avoir 20 ans en janvier, à la fin janvier. Donc, on va dire que c'est un joueur de 20 ans actuellement pour les biens de la cause. Il tire 2 fois par match. C'est une recrue. Il tire 2 fois par match. Un pourcentage de tir à 15,2 %, donc absolument rien qui est ahurissant. Correct. 25 % de passes secondaires seulement. Il a 12 passes primaires sur 16. Ça veut dire que c'est lui qui drive le jeu sur son trio. 60 % de mise en jeu en zone offensive. Bref, en gros, là, ce que je veux dire sur Beckett Seneke, c'est qu'en ce moment, il a fait 6 points en 33 matchs. Puis si on décidait de lui donner encore plus de responsabilités au courant de l'année ou l'année prochaine, il pourrait vraiment exploser le point par match sans que ce soit trop difficile. Le premier trio de l'avenir des Ducks, ou du moins le top 3 là, offensif de Cutter Gauthier avec Carson et Seneke, je pense qu'il est quand même très bien, très clair, très bien identifié. Et on va retrouver sur un deuxième trio un genre de Mason McTavish avec Troy Terry ou un autre joueur. Et là, on a une case dans le top 6 de peut-être disponible pour quiconque veut bien la prendre. On n'a pas vraiment besoin de ce joueur-là, de toute façon, avec un top 5 aussi fort. Je ne sais pas à quel point Seneke n'est pas choisi dans toutes les poules non plus. Puis il frappe quand même à une mise en échec par match. Donc, vous savez, des multi-catégories, ce n'est pas un joueur qui est complètement irrelevant, non pertinent dans cet aspect du jeu. Et 6 pieds 3, 206 livres. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Je ne l'ai pas vu venir. Personne n'a vraiment vu venir cette saison-là de Beckett Seneke. On se demandait s'il allait faire le club cette année. Mais là, je ne peux pas ignorer à quel point il est performant et à quel point il est bon. Allez chercher Beckett Seneke. Si vous avez un échange à faire pour vous rajeunir ou pour reconstruire, c'est un joueur que je ciblerais. Surtout que Carson et Gauthier ont atteint des valeurs qui sont trop élevées. Seneke, là, c'est peut-être le seul temps que vous allez être capable de mettre la main sur ce type de Un peu joueur. sous le radar, mais t'as pas peur, justement, le fait qu'il joue bien, que le prix soit trop élevé, ou tu joues peut-être sur le fait qu'il y ait 0 points dans les 3 derniers matchs, fait que là, il est peut-être redescendu sur terre, fait que c'est comme ça que tu vas l'amener à un autre DG? Ben, moi, je le vois plus en disant, écoute, en ce moment, il y a un pace de 65 points. C'est bon, mais si tu veux gagner, tu as besoin d'un gars qui en fait 85. T'sais, si tu as des jeunes vétérans ou, je sais pas, je nomme toujours Sébastien Nao parce que pour moi, c'est un métronome d'un point par match. Ouais. Des fois, tu as besoin de ce sure shot-là d'un point par match pour te rajeunir. Si tu n'as pas de chance de gagner, des fois, c'est une bonne façon de l'échanger. Mitch Marner qui va bien, c'en a un autre. Matthews, on en parlait tantôt. Ben, si quelqu'un veut Matthews, tu peux exiger Seneke. Je comprends qu'il va passer by low, mais toi, tu vas gagner de l'autre côté. Il y a des fois des stratégies d'échange qui peuvent arriver dans ce genre de situation-là. Mais moi, j'y crois. Là. Si quelqu'un qui veut signer Crosby, ben, allez chercher Seneke s'il est disponible. C'est vraiment un bon joueur. Il va être bon
longtemps. All right. Ben écoute, il donne en effet raison aux Ducks d'Anaheim de l'avoir choisi 3e overall devant Demidov. T'es-tu en train de dire que Beckett Seneca vaut plus la peine que Demidov? Hot take. Non, c'est pas vrai. C'est pas, je te mettais les mots Mais dans la bouche. non, C'est pas vrai. mais non, mais non, c'est pas ça que tu as dit par tout, mais j'ai jamais dit ça. Mais je pense pas que l'écart peut. Tu sais, présentement, je pense pas que l'écart est si grand que ça. Je pense que Demidov a un potentiel de faire 125 points parce qu'il est électrisant. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, l'écart est moins grand que ce qu'on pourrait penser. Je vais dire comme ça. Du même principe que l'écart en ce moment avec McDavid et Jack Eichel est moins grand que ce qu'on pourrait penser. Boom! Hot take! Fait que c'est pas. Peut-être que sur 20 ans, c'est différent, mais cette année, tu peux pas. Jack Eichel a une saison extraordinaire, puis McDavid, ben, Ah. c'est moins le McDavid de 153 points qu'il a fait il y a quelques années. Hey, des hot takes par-dessus hot C'est takes. pas All hot right, takes, fair c'est enough. Non, c'est pas correct. faux, là. Non. Ben C'est non, pas faux. non, c'est- effectivement. Mais écoute, on demandera dans ce cas-là sur les réseaux sociaux aux auditeurs savoir s'ils sont d'accord. Est-ce que Jack Eichel est rendu au même rythme que Connor McDavid? C'est correct. J'ai pas ça, hein? j'ai dit. J'ai dit l'écart est plus petit qu'il était. Je sais. Dernier joueur à aller acheter. Dans le dernier épisode du Dump and Chase, on a parlé des déboires du Kraken de Seattle, mais tu nous conseilles d'aller acheter un joueur du Kraken de Seattle, peut-être un des seuls qui serait intéressant à aller acheter puis à aller chercher, c'est Vince Dunn, le défenseur. Let's trade. Quand tout va mal chez le Kraken puis qu'on refait tous les trios, il y a une seule constante et c'est Vince Dunn sur l'avantage numérique. Et Brendan Montour a une excellente saison. Là. Je ne le nie pas, mais s'il y a une seule constante, c'est que c'est Vince Dunn qui est sur l'avantage numérique. Il a joué depuis le début de la saison 89 minutes et 9 secondes sur l'avantage numérique. C'est près de 93% de l'avantage numérique disponible du Kraken. Il a été jumelé avec Brendan Montour à quelques reprises, mais quand Dunn est en powerplay, il est tout seul. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Il est vraiment tout le temps là. Il est très productif aussi. Là. Il y a quand même plusieurs points. Il y a 9 points en avantage numérique depuis le début de la saison. J'ai l'impression que Vince Dunn est souvent, on lève souvent le nez sur Vince Dunn. Je ne sais pas pourquoi, là, comme s'il était moins performant ou parce qu'il joue dans une équipe moyenne où il n'y a pas un gros nom. C'est pas un joueur qui a été hautement repêché. Il a été pris dans un repêchage d'expansion. Les Blues ne lui ont pas vraiment donné de chance. Je ne sais pas, mais dans les 4 dernières saisons, les rythmes de Dunn, c'est 65, 64 et 52. Moi, un défenseur qui fait en haut de 50 points, c'est très, 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 très bon. Actuellement, il est à 49, là, qui est quasiment un rythme de 50, dans une équipe qui ne marque pas de but, qui va mal, qu'on n'a pas vraiment d'attaque, il n'y a pas de gros joueurs offensifs. Il donne 29 ans, il n'est pas vieux, il n'est pas jeune. C'est une belle acquisition à aller chercher. J'ai l'impression que dans la section défenseur performant, sous-estimé, Vince Dunn s'y retrouve. Il est souvent blessé, je vous l'accorde. Ça fait partie du risque de prendre ce type de joueur-là. Mais il vous donne quand même des points. C'est malgré ses blessures, ce sont des saisons de 64, 46 et 39 points. C'est quand même pas mal. Oui, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Effectivement, je pense que c'est un joueur qui passe souvent sous le radar lorsqu'on parle de défenseurs offensivement élite dans la Ligue nationale de hockey. C'est un excellent point, honnêtement, Vince Dunn avec le Kraken de Seattle. Et maintenant, passons aux joueurs à vendre et on reste dans les défenseurs. Et tu nous parles d'un joueur qui, je ne m'attendais pas à ce qu'on recommande un jour cette saison d'aller vendre ou qu'un joueur, un défenseur des Flyers de Philadelphie soit pertinent pour vos poules de hockey. Mais Jamie Drysdale, en ce moment, si vous l'avez dans votre pool parce que vous avez pris une chance sur lui parce que vous pensiez que ça allait être lui qui allait avoir l'avantage numérique puis pas Cam York, par exemple, ben, il est 3 points dans les 4 derniers matchs. C'est peut-être le moment d'aller le vendre cette saison. Oui, parce que Vince Dunn, Jamie Drysdale, c'est une catastrophe offensive cette année. Non, écoute, j'espère que tu es bien assis. Il a joué 45% de l'avantage numérique des Flyers. Donc, c'est pas nécessairement le défenseur numéro 1 en avantage numérique parce qu'on les alterne entre Drysdale, Cam York qui était là pendant une certaine portion de l'année avant de se blesser, Travis Sunheim. On les a comme tout un peu essayés. Actuellement, c'est Drysdale qui en prend un peu plus. Il n'a aucun point en avantage numérique. Il joue en moyenne 2 minutes par match. Il a joué comme 62 minutes dans la saison en powerplay, 0 comme dans Ouellet. C'est fou. Wait, what? Je te jure. Mais voyons, non. Je te jure. T'as pas Clémentine?
Ah oui, c'est vraiment, c'est vraiment. Drysdale marque pas en powerplay. Hein? Ouais! Puis il y a 81% de passes secondaires. 81%. Oh! Fait qu'il y a rien qui est pour lui. Il marque sur 9,1% de ses tirs, ce qui est quand même un peu élevé pour un défenseur. Euh, Je ne sais pas quoi dire d'autre. Drysdale, en ce moment, il a un rythme de 37 points. Je comprends que c'est pas. Il ne vaudra pas cher. Je ne veux pas le mettre dans le dumpé parce que je pense qu'il y a un petit peu de valeur parce que les défenseurs, c'est rare. Puis Drysdale, il y a encore un nom intéressant dans le hockey. Je pense qu'il y en a encore qui y croient. Échangez-moi ça tout de suite. Sa chute va être brutale. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment brutal. Il n'y a aucune chance qu'il revienne. Je veux dire, je ne vois pas dans quel monde ce gars-là peut commencer à empiler les points d'avantage numérique, à quel point il peut devenir le joueur qui drive l'attaque des Flyers de Philadelphie, qui est une équipe qui manque d'attaque à la base. En- fait comment est-ce qu'il peut faire des points? Je le vois juste pas. Il a juste été chanceux. C'est tout. Franchement, oui. Puis, tu sais, on essaie des fois de vous aider, non seulement d'analyser, mais de vous dire comment vous pourriez aller vendre ou acheter certains des joueurs qu'on vous liste. Je pense que pour Jamie Drysdale, s'il y a un joueur s'il y a un DG, mettons, puis vous êtes dernier ou avant-dernier, puis vous voulez aller vous en débarrasser, puis il y a un de vos chums qui est deuxième, troisième, puis qui veut tenter d'être premier, puis vous voulez le flouer, puis qui manque de bons défenseurs ou qui pourrait bénéficier d'avoir un meilleur défenseur, allez essayer d'y convaincre justement d'aller prendre Drysdale, croyant qu'il est quand même revenu offensivement, parce qu'il y a encore un nom, il y a quand même un pedigree, comme on dit en anglais, parce qu'il venait avec cette espèce de notoriété. Je vais juste être un peu en semi-désaccord avec toi au niveau des Flyers, parce qu'ils sont capables de marquer en supériorité numérique, mais comme tu as dit, il faut croire que Drysdale, lui, zéro comme Ouellet, n'en profite pas au niveau du power play. Prochain joueur à aller vendre, on a parlé, peut-être, je pense que c'est l'équipe chouchou en ce moment, tellement on veut jamais en parler, mais qu'on en parle tout le temps, des Prédateurs de Nashville. On vous a parlé de Luke Evangelista justement la semaine dernière. Je pense encore que c'est un joueur qui va bien finir la saison. Un joueur qui joue avec lui, justement, à Nashville sur son trio, c'est Ryan O'Reilly, le centre. Fait que tu dis non seulement au DG des poules d'aller vendre Ryan O'Reilly, mais peut-être aux prédateurs aussi? À Montréal, peut-être? Qui sait? I see that you're a Montreal Canadiens fan. Ben non, justement, pas à Montréal. Ça va pas bien. Non, O'Reilly, écoute, statistiquement, il va vraiment bien. Il a un pace de 64 points. Il a 10 buts, 15 passes en 32 matchs. Let's go, on y va. J'ai 35 ans quasiment, puis je performe comme un genou. Pourcentage de tir à 20%, ce qui est tout simplement insoutenable dans son cas. Il joue moins à l'avantage numérique que dans les dernières saisons. Il joue plus en infériorité numérique que dans les dernières saisons. Il joue 19 minutes par match, donc il ne fait même pas la barre du 20 minutes. Donc, c'est pas un premier centre là, qui est vraiment, vraiment identifié. Il n'y a pas grand-chose qui nous permet de dire que ce rythme-là est soutenable. On se rappelle l'année dernière, il a fait 55 points avec des statistiques qui étaient, je veux dire, plus reluisantes. Il tire moins que l'année passée. L'année passée, c'était 1,9 tirs par match. Cette année, on a du 1,6. C'est moins, puis il est en train il s'enligne pour faire quasiment 2 fois plus de buts. Ça marche Ouais. pas. Là. Ça fonctionne pas à ce niveau-là. Pour le reste, bon, c'est assez normal, là, le nombre de passes secondaires de 40% et autres. Fait que c'est vraiment le niveau de son pourcentage de tir qui est anormal. Et le fait qu'il joue juste moins en avantage numérique puis plus en désavantage, ça n'augure rien, ça n'augure rien de bon. Puis on parlait de Luke Evangelista, le dernier épisode, de oui, aller chercher parce que c'est lui qui drive l'attaque, c'est lui qui amène cette attaque-là à O'Reilly. Et O'Reilly se permet de la mettre dedans. Stamkos a eu 4 buts la semaine passée. Tu sais, ce genre de joueur-là va vraiment aider. Donc, Evangelista va continuer à faire ses points en espérant qu'il les fasse peut-être avec un gars comme Philippe Forsberg, là, qui est peut-être dû pour repartir la machine. Mais O'Reilly, pour moi, c'est un joueur que j'irais échanger, surtout à 35 ans. Ses meilleures années sont derrière lui. Je pense que les Prédateurs devraient faire la même chose, si tu veux mon avis, pour aller chercher le maximum de valeur. Parce qu'O'Reilly n'est pas. L'année passée, il y a 2 ans, en fait, quand il est arrivé à Nashville, il a fait une saison de presque 70 points. C'est peut-être juste un soubresaut de la chance à ce moment-là, parce que depuis, c'est un petit peu le. C'est plus un joueur qui est aussi performant qu'on pourrait le penser. Ben, O'Reilly joue mieux cette année. C'est un gars qui est capable de faire 60 points. Je comprends le pourcentage de tir qui est un peu élevé. Ce qui m'énerve avec Ryan O'Reilly, parce que je l'avais l'année dernière, dans les 2 dernières années dans mon pool de hockey de points,
c'est que il joue par séquence. Puis en ce moment, il y a 12 points à ses 10 derniers matchs. Rien de moins quand même, là. Mais il y a des séquences de 4, 5, 6 matchs où il ne fera pas de points. Après ça, il va en faire plein. Si je fais un pool de head-to-head de semaine par semaine que je dois essayer de gagner, je déteste ce genre de joueur-là parce que je ne sais jamais si je dois le faire jouer puis lui faire confiance et gagner ma semaine ou plutôt le bencher ou même le dumper parce que des fois, il devient complètement impertinent, irrelevant, comme on dit, parce qu'il tire pas non plus, comme tu as dit. Fait que, ouais, débarrassez-vous-en, même si je pense qu'il est capable de faire un 60 points, ultimement, surtout avec le réveil de Luke Evangelista. Mais à suivre, effectivement, c'est le meilleur moment, comme tu as dit, peut-être pour aller le vendre. Troisième joueur à aller vendre aussi, Martin Necas. Euh, OK, là, déjà, Crosby, la semaine dernière, je te je te demandais pourquoi tu voulais qu'on l'échange. Necas, qui va très bien, connaît une de ses meilleures années, joue bien avec Nathan McKinnon. Pourquoi? Why? En fait, c'est pas que je veux l'échanger. Le point avec Martin Necas, Il faut. si je ne crois... Il faut l'échanger. Non, c'est pas ça le point. L'idée, c'est de dire qu'il est à son maximum de valeur en ce moment. Il ne peut pas valoir plus que ça. Il roule un rythme de 110 points de Martin Necas. Je comprends qu'il joue avec McKinnon et avec Makar et qu'il a une saison de feu de Dieu. Et je ne dis pas que cette saison-là est insoutenable. N'est pas là le point. C'est seulement que c'est insoutenable sur une carrière. Fait qu'il peut faire cette saison, faire 110 points, mais l'année prochaine, les chances qu'il fasse 110 points sont très, très minces, à moins qu'il change des aspects de son jeu. Mais quand tu portes attention à la façon qu'il fait ses points, c'est un peu inquiétant sur une longue période. Mais 20 de pourcentage de tir, c'est peut-être un petit peu élevé. Il y a 14 buts. On pourrait y enlever 1 ou 2 buts, puis ça serait quand même aussi raisonnable. Il lance moins que dans les dernières saisons qu'avec les Hurricanes. Il lance juste 2,2 fois par match. C'est quand même pas énorme pour un joueur de premier trio. Je comprends qu'il donne la rondelle à McKinnon, mais c'est pas dégueulasse. Mais il a déjà fait du 3 puis du 2,9. Donc, c'est pas un franc-tireur dans l'âme, le Necas. Pas supposé de compter 45 buts dans une saison. Cette année, il s'enligne pour en compter quand même pas mal, là, plus que quasiment 40. J'ai quand même mes réserves à ce niveau-là, puis son pourcentage de tir est trop élevé. Ensuite, bon, oui, il joue en avantage numérique. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de glace. Mais quand on regarde le reste des statistiques, ben, 5 contre 5, le pourcentage de tir de ses coéquipiers, c'est 14 %. Donc, ça veut dire que lui, quand il fait une passe, je comprends que tu joues avec Nathan McKinnon puis avec Kel McCarr, mais il est comme 14 %, c'est très, 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 très élevé à 5 contre 5. C'est vraiment trop élevé. C'est pas vraiment soutenable sur une longue période, c'est-à-dire sur 2 ou 3 saisons. Ça veut pas dire que cette année, ce sera pas ça, mais il y a éventuellement une standardisation qui se fait dans ce genre de statistiques-là pour qu'on revienne à une moyenne peut-être un peu plus élevée que celle de la Ligue. Il faut savoir que celle de la Ligue, en moyenne, c'est un petit peu en bas de 10 en 5 contre 5. Fait que quand tu es à 14, tu es quand même 50 au-dessus de la moyenne. C'est commence à être pas mal de plus de buts et de points. Et pour le reste, c'est assez normal, là. Évidemment, l'Avalanche a une saison de rêve. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils vont faire sur les 10 prochaines années? Je ne pense pas. Donc, je ne sais pas si j'échangerais de Necas aujourd'hui. Je ne connais pas la situation. Il y a même pas, il y a 27 ans, 26 ans. Il va avoir 27 ans en mi-janvier. Fait que vous êtes en reconstruction. Je peux dire que c'est le joueur que je donnerais en premier, même si ça avait Demidov puis Seneca. Remarque que 2 pour 1, ça peut être un bon deal, mais je pense pas que c'est le gars que moi je donnerais en premier. Par contre, Martin Necas, en ce moment, ne peut pas valoir plus que ce qu'il vaut. Et si vous avez une offre pour vous le dérober, puis que cette offre-là est exceptionnelle, bien, sachez que l'année prochaine, peut-être que son rythme va plus être aux alentours d'un 95 points ou un 100 points. C'est peut-être plus ça la vraie valeur de Necas. Fait que si vous le vendez comme un gars de 110, puis que vous allez chercher. Mais je sais que c'est exceptionnel, là, je ne suis pas fou. Là. Mais si tu me dis Necas contre Quinn Hughes, par exemple, il faut que tu y penses. Il faut que tu y penses. Tu ne peux pas dire non. Parce que Quinn Hughes va peut-être te faire ça 80-85 points. Puis si Necas en fait 95 l'année prochaine, bien, si tu as juste 10 points d'écart entre ton attaquant et ton défenseur. Mais alors, un défenseur gagne des poules, on vous l'a dit souvent. Un Pasternak, tu sais, dans le sens où, quand on a commencé Oui, quand on a commencé le podcast, on vous disait ça, Pasta, cette chère pâte, on disait tout le temps on l'aimait parce que c'était un métronome. Dans sa carrière, il était capable de faire ce genre de saison-là de 100 points et plus.
Je crois honnêtement que Martin Necas, s'il continue de jouer avec l'Avalanche du Colorado, peut être un gars de 90 à 100 points. La seule chose, c'est il l'a pas démontré par le passé et c'est ce qui peut faire peur. Et c'est pourquoi ce que tu dis là, dans le fond, c'est d'aller échanger contre un gars qui nous l'a déjà prouvé puis qu'on peut avoir la tête libre d'être un peu plus safe puis de se dire « Ah, mais ce joueur-là, au moins, là, j'ai pas à me dire « Ah, il va-tu être bon cette année ou non? » Tu sais qu'il va Tu être sais, si bon. mettons quelqu'un qui a Connor Bedard là, présentement qui est blessé puis qui te fait un offre Bedard contre Nekash, c'est pas fou. Là. C'est vraiment pas utopique de dire que Bedard va être plus performant que Nekash sur une longue période. C'est ça le point, je pense. Parce que Nekash peut pas falloir plus que ça, tandis que le Bedard un hit à sa valeur parce qu'il est blessé. Fait que c'est juste ça. Prochain joueur à aller à aller vendre dans ce cas-là, un vieux de la vieille du côté des Capitals de Washington. Lesson 1. You're old. Accept it. John Carlson, écoute, qui étonnamment, là, moi, on en a parlé à quelques reprises quand on a parlé de Jacob Chychrun ou même d'Ovechkin dans le podcast cette saison, mais Carlson, là, il est 24 en 28. Il est sur un pace de 70 points. Écoute, il n'a pas été sur un pace de 70 points depuis 2021-2022. Dans les dernières saisons, il tournait plus alentour du 53, 52, 59. Donc, clairement, en ce moment, sa valeur n'a jamais été aussi haute que dans les 4 dernières années. Exact. Puis il a 36 ans. Jacob Chychrun va être là. En ce moment, on met les deux en avantage numérique parce que Pierre-Luc Dubois est blessé. Parce que c'est Pierre-Luc Dubois qui pourrait bumper un gars comme Carson éventuellement si l'avantage numérique ralentit, peut-être. En fait, c'est juste que Carson, c'est le premier de l'avantage numérique qui va sauter. Il tire à presque 10 aussi. C'est quand même très élevé. Il pourrait avoir 2 ou 3 points de moins à ce niveau-là. Donc, à réfléchir. L'idée, en fait, de Carson, c'est un petit peu la même idée que Nekash, c'est-à-dire, il n'y a pas d'indication qui dit que ses performances vont chuter drastiquement. Peut-être qu'il va passer d'un rythme de 70 points à un rythme de 63, là, mais pour moi, c'est pas dramatique à ce stade de la saison. Je vois juste pas comment que ce gars-là peut faire ça encore longtemps. Fait que si jamais vous pensez l'acquérir, ben dites-vous que ça se peut qu'il ralentisse. Je pense que ça tombe sous le sens, mais c'est quand même soutenable comme type de performance. Fait que si vous l'avez dans votre équipe, quelqu'un essaie de vous lowballer en disant c'est un gars de 55 points, ça n'est pas un. C'est un gars qui peut faire 65, 70 cette année. C'est comme si les Capitals ont trouvé une façon de gagner des matchs, puis c'est passé par John Carson. L'année passée, tous les joueurs des Caps ont connu leur meilleure saison en carrière, ou à peu près. Et là, cette année, comment on va faire pour s'en sortir? Ben, c'est d'autres joueurs qui connaissent leur meilleure saison de leur carrière, ou presque. Je veux dire, Carlson, au rythme qu'il a en ce moment, c'est la deuxième meilleure saison de sa carrière. Troisième meilleure saison, pardon, de sa carrière. Il a 36 ans, le bonhomme. Il a joué dans toutes les années de Backstrom, Ovechkin. Il a toutes faites. Puis c'est quand même cette année que cette meilleure saison-là. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est impressionnant. Il a 36 ans, il va-tu frapper un mur? Je ne sais pas. Mais en ce moment, sa valeur ne peut pas être plus élevée que ça. Ben, tu l'as dit, c'est le premier qui peut sortir de l'avantage numérique, puis c'est peut-être mon moment préféré de l'épisode. C'est le daily reminder de Daily Face-Off parce que, ben oui, en ce moment, il est sur un deuxième avantage numérique. On l'a bumpé lors du dernier match. C'est Ethan Frank qui est rendu sur un premier avantage numérique. Oui, oui, Ethan Frank, Ethan, whatever, comment vous voulez l'appeler. Fait que oui, clairement, ça démontre que ce serait lui le premier à sortir de cet avantage numérique. Donc, profitez-en tout de suite pendant qu'il joue encore bien et qu'il connaît une de ses meilleures saisons en carrière. Et dernier joueur à aller vendre, on va finir avec un gardien de but, Jacob Markstrom. Et avant que tu rentres pour en parler, là, je tiendrai à dire que dans mon pot, j'ai Markstrom, Necas, O'Reilly, Dorofeyev. C'est un épisode que je vais réécouter, je crois, dans les prochains jours quand je vais le monter et qu'on va le rendre disponible pour tous. Jacob Markstrom, donc, que tu nous conseilles de vendre. Dis-nous pourquoi et dis-moi pourquoi et contre quoi je devrais aller le chercher. Listening? C'est une catastrophe, Markstrom, cette année. C'est vraiment une catastrophe. Moyenne de but alloué de 3,56. Moyenne de pourcentage d'arrêt de 874. Il s'en sort quand même avec une fiche gagnante de 8 victoires, 7 défaites, une défaite en prolongation. Il a joué 17 matchs cette année, Jacob Markstrom. Il n'a que 4 départs de qualité. C'est moins que 25 %. Et quand on dit des départs de qualité, c'est seulement par rapport à la moyenne de la Ligue. Ça veut dire que 4 fois sur 17, il a été meilleur que la moyenne des gardiens et que les 13 fois sur 17, il a été moins bon
que la moyenne des eaux de la Ligue nationale de hockey. C'est vraiment, vraiment misérable pour un gardien de but qui est supposé être un gardien de but numéro 1 dominant. Les Devils ont pris une méchante débarque au classement aussi, et c'est dû en cause à la contre-performance de Markstrom. Jake Allen n'est pas une option qui est non plus viable à très, très, très long terme. Pas très Il y a alléchant. comme Markstrom, allez l'échanger. Il approche aussi, il est un joueur vieillissant, il approche de 36 ans. Mm. Les Devils, je serais surpris que les Devils demeurent avec ce tandem de gardiens-là sur une longue séquence, s'ils veulent participer aux séries et avoir une chance de gagner. C'est quand même ouvert dans l'Est cette année. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un mouvement de personnel au niveau des cerbères des Devils. C'est vraiment pas soutenable à long terme. Il y a comme Markstrom, aller le vendre. Tu me demandais contre quoi? Contre n'importe quoi. Parce que du moment qu'il acquiert un gardien de but, c'est terminé pour Markstrom. Il va vraiment devenir un second violon ou il va avoir un 50-50 dans les départs et là, sa valeur va vraiment chuter drastiquement. Je préfère prévenir ce dégât-là que le guérir, ou il va faire partie de la transaction et puis il va se ramasser dans une équipe de piètre qualité dans les bas-fonds de la Ligue. Je l'échangerai le plus rapidement possible. Ah, écoute, il va coûter encore 6 millions pour les 2 prochaines années. Il termine son contrat de 6 millions cette année. De votre côté, allez nous demander si vous avez des échanges, justement, ce qu'on peut en penser. Allez nous écrire en commentaire, en DM sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Vous pouvez aller sur Facebook. On a un forum dédié à 100% Pool. Sinon, allez à 100 Pool Podcast sur les autres plateformes. Écrivez-nous en commentaire, en DM, comme je disais. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous aiguiller parce qu'on espère que vous allez gagner votre pool cette année. Salut les poolers!